Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo correction d'exercice, bilan, type interro, type contrôle. Un vrai exercice qui tombe vraiment dans les contrôles, c'est un vrai exercice de contrôle. Merci aux élèves qui m'envoient leurs sujets de contrôle régulièrement sur Insta, par email et autres. Ça fait vraiment plaisir parce que ça me permet de faire des vidéos ultra qualitatives pour que toi tu puisses réviser avec des vrais exercices. Des exercices où on ne fait pas semblant, où je suis pas là à te dire ouais je vais tout apprendre en 2 minutes, mais en fait au bout de 2 minutes bah t'as rien appris. Non là c'est des vrais entraînements, des vrais exercices, des vraies choses qu'on va te demander en contrôle. Si c'est pas cet exo, ça sera un autre, mais ce sera le même genre de questions. Cet exercice porte sur donc le chapitre études de mouvement en première spé physique chimie. Dans cet exercice, on va revoir ensemble le global à savoir sur toute la partie tracée des vecteurs. Chose que tu dois savoir faire également pour la physique-chimie de niveau terminal, puisqu'en terminal, on a un gros morceau mécanique. Ce gros morceau mécanique qui fait vraiment mal aux élèves. Et d'ailleurs, petite parenthèse, en terminal, il y a quelques gros morceaux qui font archi mal aux élèves. Et ce que je fais perso avec un petit groupe de 30 élèves, c'est que je prépare chaque année un groupe de 30 élèves à l'aspect physique-chimie de terminale. Quand est-ce que je les prépare? Pendant l'été qui précède ta rentrée en terminale. Comment je fais ça? Je fais ça en 10 séances sur Zoom qui me permettent de travailler avec toi et avec le groupe les plus gros chapitres, les plus gros morceaux qui vont faire mal en terminale, de façon à planter des petites graines dans ta tête. On arrose un petit peu pendant l'été. Ça reste assez léger au niveau de ton implication personnelle parce que c'est juste une séance par semaine, donc ça t'empêche pas de passer des super méga vacances et d'aller à l'autre bout de la planète. Par contre, ça maintient une discipline. Et ça, c'est archi important. Et si les graines, elles poussent comme ça doit se passer normalement et comme ça se passe avec la plupart des élèves, bah, dans ta tête, ce qui va se passer à la rentrée de terminale, c'est que tu vas être prêt et déterminé à exploser tes notes en fait, et ton parcours et ton dossier Parcoursup. Pourquoi je te dis ça? Je te parlais de mécanique et effectivement, donc là sur mon site, tu as une page dédiée à cette masterclass qui s'appelle Booster SPC. Et tac tac tac, et t'as le menu en fait, t'as le menu de ce qu'on va bosser, ça démarre le 30 juin. Et pourquoi je te parlais de la méca? Bah parce que justement les séances de méca, comme je te disais, la méca en terminale, c'est un gros morceau. Tu vois, l'étude de mouvement que tu fais en première, c'est juste une petite entrée en matière. Mais après, en terminale, la grosse partie mécanique qu'on a dans le programme de physique, c'est le big morceau qui fait la plupart du temps mal aux élèves parce qu'en plus là-dedans, bah, tu as tous les trucs qu'il faut savoir de niveau première sur l'étude du mouvement. Tu as la partie sur l'énergie d'un système mécanique en mouvement. Tu as les tracés des vecteurs. Tu as beaucoup de maths. Et c'est ça aussi qui fait mal, c'est cette particularité du programme de SPC Terminal où il y a énormément de maths, donc il y a des élèves qui sont en difficulté par rapport à ça. Donc sur la partie mécanique, comme je te disais, voilà, moi je vais traiter ça cet été avec le groupe de 30 élèves avec lesquels je bosserai, et on préparera toutes les difficultés, on les désamorcera à l'avance. Donc si tu veux te joindre à cette grosse force, bienvenue à toi. Tu as toutes les infos sur mon site internet et si tu as besoin, tu m'envoies un message sur Insta par exemple, tu me contactes et je répondrai à tes questions avec grand plaisir. La vidéo qu'on va tourner tout de suite maintenant, elle va être sur YouTube, bien sûr. Elle va être aussi rangée dans les exo-bilans première PSPC de mon site, la BNCS Academy. Et tu as déjà, pour réviser, pas mal d'exercices sur étude du mouvement, des vrais exos de type contrôle, hein, ce que j'appelle les exo-bilans. Tu as vu, il y en a 6 exercices. Ouais, c'est ça, il y a 6 exercices. Il y a 8 vidéos, il y a 6 exercices parce qu'il y en a qui sont en deux parties. Donc déjà, il y a de quoi faire. L'élève qui veut taper une bonne note, il aura de quoi faire. Mais on va rajouter dans la liste cet exercice-là. Ok? Let's go. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo où j'explique le tracé des vecteurs et je sais qu'il y a des élèves, chaque année, même en terminale, qui me disent ah, j'avais pas bien compris en première, est-ce que tu peux me l'expliquer, etc. Donc on va le refaire, tout simplement. Allez, on y va. Donc le sujet, si tu es sur la BNCS, il est en dessous de la vidéo. Si tu es sur YouTube et que tu veux le sujet, il faut que tu ailles sur la BNCS pour le trouver en dessous de la vidéo. Sur le marché de Noël de Rennes, une grande roue a été installée. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire place François Mitterrand, parce que sinon, mail François Mitterrand, ça veut rien dire. Place François Mitterrand. À partir des images d'une vidéo, j'ai pas fait l'exo, hein, je découvre le sujet avec toi. À partir des images d'une vidéo, un point de la nacelle a été repéré à intervalle de temps régulier. Donc tu as un point qui a été repéré à intervalle de temps régulier. Et on a ses positions A1, A2, A3, A4, etc. Et l'intervalle régulier, c'est taux égale 14 secondes. Donc toutes les 14 secondes, on a le point, la position d'une nacelle qui est repérée sur le cercle. Et c'est ça qui va nous permettre ensuite de caractériser le mouvement de la nacelle. Le repère OXY est gradué en mètres. Donc dans le repère OXY, nos graduations sont en mètres. Là, ça va de 0 à 16, 0 à moins 16, etc.
Question numéro 1. Précisez le référentiel adéquat pour étudier le mouvement de la grande roue. Alors, le référentiel adéquat pour étudier le mouvement, imagine que tu es sur la place François Mitterrand. Le référentiel adéquat, bah, c'est le référentiel terrestre. Tu es immobile par rapport au sol, par rapport aux arbres, et tu vois la roue qui effectue sa trajectoire circulaire. Ok? Donc le référentiel adapté, mais ça c'est du B à bas, hein, c'est le classique. Le référentiel adapté et le référentiel terrestre supposé galiléen. Et tu verras qu'en terminale, on se pose également beaucoup la question des référentiels dans les chapitres de méca du programme de physique-chimie terminale. Et le référentiel terrestre, supposé galiléen aussi, il faudra prendre l'habitude de bien comprendre pourquoi on met ça, et il faudra toujours le mettre après, même en terminale. Dans les référentiels supposés galiléens, et bien tout simplement, les lois de Newton s'appliquent. Ok, d'après l'enregistrement, justifier que le mouvement soit circulaire et uniforme. Ça aussi, c'est des questions importantes, parce que là, il n'y a pas de calcul, mais c'est juste voir ta compréhension générale des notions et des concepts. Là, en l'occurrence, pourquoi on peut dire et justifier que le mouvement est circulaire et uniforme? Déjà, premier mot, circulaire. Pourquoi le mouvement est circulaire? Parce que les positions de la nacelle, les positions successives de la nacelle, elles suivent, elles suivent un cercle, en fait, de rayon R égale 16. On va l'écrire comme ça. La trajectoire, et après on va justifier pourquoi c'est uniforme. La trajectoire est circulaire, car les positions de la nacelle, les positions successives de la nacelle occupent un cercle de rayon R égale 16 mètres. Les positions successives de la nacelle occupent, je te fais la vraie phrase parce que comme ça, si tu as besoin de reprendre la même rédaction sur un contrôle avec une même question, bah, tu sauras quoi mettre. Les positions successives occupent un cercle de rayon R égale 16 mètres. Et ensuite, pourquoi est-ce que le mouvement est uniforme? Parce que le mouvement est uniforme car la distance parcourue par la nacelle entre deux positions successives et à intervalle de temps régulier, parce que le temps il change pas, hein, bien sûr. Le pointage des positions, c'est à intervalle de temps régulier, c'est important. Et à intervalle de temps régulier, hop. Donc les distances sont égales, ou semblent égales, on va mettre du moins, semblent égales. Et là, pour que tu comprennes bien ce que je veux dire, c'est ça, hein, je suis en train de parler de cette distance-là. Tu vois, la distance entre A1 et A2, elle semble être la même que celle entre A2 et A3. On voit bien qu'il y a cette régularité, que la même qu'entre A3 et A4, etc. D'accord? C'est les mêmes longueurs d'arc qui sont parcourues à chaque fois entre deux positions successives. Et comme entre deux positions successives, eh bien, tu as le même intervalle de temps, qui est égal à tau égale 14 secondes, ça caractérise grave un mouvement circulaire uniforme. Ok? Donc question 2, check. On a justifié que le mouvement était circulaire uniforme. À quelle hauteur maximale par rapport au sol peut-on admirer la ville de Rennes? J'aime bien cette question parce que là, il faut réfléchir un peu. Le point le plus bas de la nacelle est à environ 1 mètre du sol. Si jamais tu vas un peu vite et que tu réfléchis pas et que tu dis ah bah je vais observer la ville de Rennes à partir de cette position-là et cette position-là par rapport à 0, bah, je suis à 16 mètres. Donc 16 mètres. Bah là, non. En fait, là, t'as pas réfléchi. Et le souci, c'est que non, t'es clairement. Enfin, le sol, il est clairement pas là. Le sol, il est clairement pas là. Parce que sinon, ce serait la partie de la grande roue qui serait sous terre, dans le sous-sol. Non, le sol, il est à 1 mètre au-dessus du point le plus bas. Donc là, on va modéliser un peu les choses. Ici, t'as le sol. Tu vois, c'est pour ça, c'est bien d'apprendre à modéliser avec des petits schémas. Et ça, c'est rien de difficile, hein. Mais c'est juste déjà une façon de commencer de commencer à réfléchir tranquillement à ce qu'on fait quoi, dans les exercices et à comprendre le sens physique des choses. Tu as le sol et le point le plus bas, donc à 0, il est à 1 mètre du sol. Donc si ce point est à 1 mètre du sol, le point le plus haut qui est caché là qui est caché par ma caméra, le point le plus haut
il est à combien? Bah, il est à 1 mètre, plus 16 mètres, ce rayon-là, plus 16 mètres à nous, en fait, plus le diamètre, 16 fois 2. Ok, donc 1 plus 16 fois 2. Voilà, c'est le point le plus haut. Donc, altitude du point le plus haut, on va marquer ça comme ça. Altitude du point le plus haut, question 3. Je sais pas si l'on notait H. On va l'appeler H. Altitude H du point le plus haut. Je vais marquer H égale 1,0. Donc ça, c'est la hauteur par rapport au sol. Plus 2 fois 16 mètres. 2 fois 16. Je ne vais pas faire plus de justification. Je pense que je t'ai tout expliqué là. Donc 2 fois 16, 32. Plus 1, 33 mètres. Et après, on conclurait. Je ne vais pas écrire la phrase parce que voilà, mais on conclurait. C'est la hauteur maximale à laquelle on peut admirer la ville de Rennes. Ok? C'est le point le plus haut de la trajectoire. Ouais, peut-être qu'il faudrait rajouter ça. On considère, c'est évident, hein, mais bon, le point le plus haut de la trajectoire. Voilà. On pourrait appeler Amax. Tu vois, on pourrait l'appeler Amax si on devait rendre avec la copie une annexe, par exemple. Ce point, on pourrait l'appeler Amaxi pour désigner le point le plus haut. Allez, maintenant, je crois qu'on va rentrer à proprement parler dans les tracés, les vecteurs, les calculs, etc. Calculer la vitesse V2 et V4 aux points respectifs. A2 et A4. Tracez ci-dessous les vecteurs vitesse V2 et V4. Alors, là, il y a une subtilité que je détecte directement. Il y a une subtilité que je détecte directement. C'est quoi cette subtilité? Est-ce que dans la réalité, on a 16 mètres ici? Non, c'est juste un schéma. T'as compris l'idée? En fait, il y a une échelle. Il y a une échelle, mais qui n'est pas donnée. Donc pour la question 4, on va se prendre à la place et on va dire, donc tracer des vecteurs. Attends, c'est les tracés des vecteurs ou... Ouais, c'est le calcul des vitesses et tracer des vecteurs. Donc tracer des vecteurs V2 et V4. Donc premier point, on prend l'échelle du document. L'échelle en longueur. Parce qu'on va avoir besoin de ça pour ensuite aller chercher les valeurs de V2 et V4. Du document chronophotographie. Alors bien sûr, si cette vidéo te plaît, si tu trouves ça utile, toutes ces vidéos d'exercices que je te corrige, les vrais exercices de contrôle qui te permettent vraiment de t'entraîner avant tes interros, tes contrôles, voire tes devoirs communs, si tout ça est utile pour toi, eh bien je t'invite à me le faire savoir déjà en t'abonnant à cette chaîne. Tu vas apporter de la grosse force parce que ça aide à donner de la visibilité. Les élèves qui s'abonnent, qui commentent sous les vidéos, qui partagent les vidéos, qui mettent un like sur les vidéos, tout ça, c'est ce que l'algorithme reconnaît pour dire ok, ce contenu, on va le mettre en avant. Donc si tu trouves que ce contenu est utile, eh bien merci d'avance à toi de participer à le mettre en avant. Ça te coûte rien, c'est juste un clic, hein, tu connais. Et derrière ça, ça va en plus te permettre d'avoir les notifs de toutes mes vidéos que je sors au fur et à mesure. Et comme il y en a beaucoup, si tu es informé à chaque fois que je sors une vidéo, je pense que c'est mieux pour toi parce que si ton but c'est d'avoir des bonnes notes en maths, en physique-chimie, eh ben ça va grave t'aider. Donc merci d'avance à toi de partager ce contenu, de parler de la chaîne autour de toi et de faire grandir cette aventure avec moi. Apporte-moi de la force, j'en ai besoin et ça va me permettre de rester encore plus discipliné dans la production des vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta, hein, tu as mon Insta en dessous de la vidéo. Sur Insta, il se passe d'autres choses que ce qui se passe sur YouTube, c'est complémentaire. Donc bienvenue à toi. Et merci d'avance. Et nous, on continue. Hop, tac, tac. Donc, on prend l'échelle en longueur du doc de la chronophotographie. Alors, l'échelle en longueur, pour ça, je prends une règle. Voilà. Et là, on va relever. Donc, moi, je vais parler avec la taille de mon document. Toi, si tu l'as imprimé, il sera peut-être pas de la même taille. Je crois qu'on est à 10,5.
10,5 unités, là, ça représente 16 mètres. Puisqu'on nous dit que... On nous dit que c'était... où est-ce que c'était dit d'ailleurs? Que c'était en mètres. Ah oui, là, le repère est gradué en mètres. Voilà, c'était ça, c'était cette information-là qui est importante. Donc, l'échelle, c'est que 10,5 unités sur mon dock, ça représente 16 mètres. Ok, et bien ça, je vais le noter. 10,5 unités, ça correspond à 16 mètres dans la réalité. Pour faire encore plus propre, tu peux faire un petit tableau. Hop, 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 tac. Et puis au lieu de mettre ça, je vais mettre une espèce de double barre comme ça. On peut la faire à la règle aussi, pourquoi pas. Et puis là, on peut écrire papier, donc sur le document, quoi, et réel dans la réalité. On va se servir de cette échelle après pour faire nos transferts de mesure. Deuxième point, déterminons V2. Déterminons V2. V2, ça va être égal à la distance A1, A3, la distance réelle, hein, A1, A3, divisé par 2 taux. Donc A1, A3, parce que pour le point A2, je vais prendre la position d'avant et la position d'après. Et pourquoi je divise par 2 taux? Parce qu'entre A1 et A2, il s'écoule une durée égale à taux. Entre A2 et A3, il s'écoule à nouveau une durée égale à taux. Donc de A1 à A3, il s'est écoulé 2 taux. Donc c'est parti. Je prends la mesure de A1 à 3. Alors ma règle, déjà, je vais la raccourcir. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce qu'on lit? On mesure donc le trajet en ligne droite, hein, A1 à 3. Je lis 4,4 unités. Donc 4,4 unités. Je vais le passer directement à l'échelle du document, hein, 4,4. Tu vois, là, je vais te mettre le petit calcul du produit en croix, mais normalement, je ne le mets pas. J'écris ça directement A1, A3, réel. Je peux préciser ici réel en mètres. OK? Eh bien, la distance A1, A3 réel en mètres, c'est 4,4 fois 16 divisé par 10,5. Voilà, ça me fait la mesure de A1, A3 dans la réalité et exprimée en mètres. OK? Je mets pas de détails. Ça, après, je peux l'enlever. À partir du moment où j'ai l'échelle, j'ai pas besoin de dire que je fais un produit en croix. On se doute que tu fais un produit en croix. 2 fois 14. Donc, taux, c'est bien 14. Je vérifie. Ouais, taux, c'est bien 14 secondes. Donc, 2 fois 14. On est bon. 2 fois 14. Ça va me donner quoi? Donc, 4,4 fois 16 divisé par 10,5 divisé par 2 fois 14. Ça nous donne, on va mettre deux chiffres significatifs, ça nous donne environ 0,24 mètres par seconde. 0,24 mètres par seconde. J'avais des mètres ici au numérateur, j'avais des secondes au dénominateur. Pose-toi toujours la question des unités, vraiment, toujours, toujours, toujours. Donc mètres par seconde, ok? Je vais calculer je vais déterminer V4 dans la foulée. Déterminons V4, c'est le même topo, comme ça je le fais une deuxième fois. Donc pour V4, je vais prendre la distance A3, A5. Et je vais diviser à nouveau par deux taux pour la même raison. Donc A3, A5, ce sera la distance réelle en mètres à l'échelle de la réalité. Allez, on a dit donc pour V4, je prends A3 et A5. Voilà. Je me mets sur A3. Ensuite, on vérifie bien qu'on a également, hop, voilà, 4,4. C'est logique, hein, puisque le mouvement il est censé être uniforme. Tu te souviens? Donc la valeur de la vitesse est constante. Divisé par 10,5. Et le tout divisé par 2 fois 14.
Donc ça fait bien V4 égale 0,24 mètres par seconde égale V2. Ok? Ça, c'est pour déterminer V4 et V2, c'est fait. Maintenant, on va tracer les vecteurs parce qu'il demande. C'est la suite de la question, en fait. Si tu regardes bien, il nous disait calculer les vitesses V2, V4 au point A2, A4. Tracer ci-dessous les vecteurs vitesse V2, V4. Donc, tracer sur le document. Donc, pour les tracer, on va prendre cette échelle 1 cm pour 0,10 mètres par seconde. Donc là, hop, point suivant. Je vais parler un peu des tracés de V2 et V4. Je rappelle l'échelle. Donc l'échelle, ils m'ont dit 1 cm pour 0,10 mètres par seconde. Donc, x cm pour 0,24 mètres par seconde. Hop, x égale 0,24 divisé par 0,10. Ce qui va nous donner 2,4 cm. Donc déjà, V2 et V4 mesure, et je mets bien mesure. C'est la norme en fait des deux vecteurs. Mesure 2,4 cm en utilisant l'échelle. Ok, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on sait combien il mesure. Maintenant on va dire que V2 est collinéaire de même sens au vecteur. Alors on avait utilisé pour V2 A1, A3, le vecteur déplacement. Et V4 est collinéaire de même sens. Et après je vais t'expliquer sur le tracé ce que ça veut dire. Collinéaire de même sens que le vecteur. Donc pour A4 c'était A3, A5. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je m'intéresse à collinaire de même sens, etc. Là, je prends le document. Je vais prendre A1, A3. Voilà. Tu vois A1, A3 là? Je vais tracer le vecteur A1, A3. Donc avec mon outil, c'est archi simple, hein. C'est super pratique. Voilà. Et je vais le tracer et je vais même le tracer. Non, je vais le faire en deux temps. Ok. Donc là, en fait, j'ai tracé A1, A3. Ok? Eh bien, en fait, le vecteur V2, il est collinéaire à A1, A3. Donc j'ai juste à prendre la petite droite là que j'ai tracée pour A1, A3, me mettre au point A2 et me dire que cette direction-là, elle correspond bien à la direction du vecteur V2, puisque le vecteur V2, il est collinéaire à A1, A3. Tu vois, c'est une façon d'avoir la bonne c'est une façon d'avoir la bonne direction pour le vecteur V2, pour être vraiment bien tangent. Ça, c'est si tu veux faire une belle tangente. Après, si on doit faire 2,4 unités, bon bah là, hop, je place la règle. Et 2,4 unités, et ben, je m'arrête à peu près là. Voilà. Là, j'ai mon vecteur V2. Alors, je vais écrire ça comme ça. V2, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, je vais couper. Je peux pas le réduire. Ah, je peux pas le réduire, dommage. Bon, là, j'ai le vecteur V2 en tout cas. Ok? On va faire exactement la même chose pour V4. V4, on a dit qu'il était collinéaire au vecteur A3, A5. Le vecteur déplacement A3, A5. Donc, hop, je place ma règle. Voilà. Ensuite, je me mets comme ça. Ensuite, je trace. Je vais le faire en violet cette fois. Je trace la droite qui correspond à la direction du vecteur A3, A5. Donc aussi du vecteur, si j'arrive à le choper. Voilà. Donc aussi du vecteur V4. Maintenant, je place cette droite-là au niveau du point A4. Voilà. Et pour finir, je fais quoi? Eh bien, je vais dire, ah ouais, bah ce vecteur-là, qui représente V4, comme il est censé mesurer 2,4 cm, 2,4 unités, hop,
Voilà, à peu près, c'est à peu près ça. Et là, j'ai mon vecteur V4. D'accord? Alors, maintenant, on a tracé les vecteurs V2 et V4. Donc, on a bien répondu à la question 4. Et je t'ai montré point par point tout ce que ça suggérait, tout ce que ça nécessitait de pouvoir tracer des vecteurs. Je te remontre hein, pour qu'on soit bien d'accord. Pour une question de tracé de vecteur, tu as besoin d'abord de connaître la valeur du vecteur en mètres par seconde. Donc là, il faut que tu prennes tes mesures de distance, que tu passes à l'échelle s'il y a une échelle sur le document. La particularité de cet exercice, c'était bien évidemment de soi-même écrire l'échelle. Elle était donnée avec l'histoire des graduations en mètres et les graduations qui sont visibles. L'échelle, elle était donnée en substance, mais il fallait la mettre clairement sur le papier comme on a fait ici. Donc d'abord, calculer les valeurs des vitesses et ensuite justifier premièrement la longueur des vecteurs vitesse en utilisant l'échelle des vecteurs vitesse qui est proposée ici dans le document et deuxièmement d'expliquer comment est-ce que quelle direction en fait tu vas utiliser pour chacun des vecteurs et après faire tes tracés. C'est tout ça la partie tracer les vecteurs. Et c'est ça que tu dois comprendre, absolument. Maintenant, on nous dit un élève affirme que le vecteur vitesse est constant. Confirmez-vous ou réfutez-vous la proposition de l'élève, justifiez votre réponse. Eh bien, il n'est pas du tout constant, puisqu'il change de direction. En fait, ce qui est constant, c'est la valeur du vecteur vitesse, sa norme. Mais par contre, le vecteur vitesse en lui-même, il n'est pas du tout constant. Il change de direction. Là, il a une direction qui est comme ceci. Après, il va avoir une direction comme cela. Après, il va continuer. Puis après, il va être comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc en fait, la direction du vecteur vitesse change. Donc le vecteur vitesse n'est clairement pas constant. Et on répondra comme ça pour la question 5. Alors, V, clairement pas constant. Car sa direction change au cours du mouvement. On réfute l'affirmation de l'élève. Et petite remarque, on pourrait dire, c'est la valeur de la vitesse qui est constante. Ok? La valeur de la vitesse qui est constante ou qui reste constante au cours du mouvement. Question numéro 5. On la check. Question numéro 6. Construire le vecteur variation de vitesse delta V3 égale V4 moins V2 au point A3. En déduire la valeur delta V3 de ce vecteur. Ok. Donc là, pour la construction, pour delta V3, question numéro 6. Delta V3 égale V4 moins V2. Alors, V4 moins V2, là, il va falloir qu'on s'amuse à faire notre tracé ici. Pour faire ça, je vais reprendre notre document. Hop, c'est bon. Là, normalement, tu vois bien. V4. Alors, je vais reprendre V4. Il faut que j'arrive à le choper. Attends 2 secondes. Donc, je prends le vecteur V3, V4 et le vecteur V2. Mais il faut juste que j'arrive à le choper. Ah, yes, c'est bon. Voilà. Donc, V4. Je vais partir, je reprends V4. Tu vois, je l'ai... hop, je vais le copier. Voilà, en fait, ça, ce petit morceau-là, c'est le vecteur V4. D'ailleurs, je vais rajouter des petites flèches comme ça. Voilà, ça c'est V4, ok? Bon, là, moi, c'est facile dans mon cas parce que j'ai juste à reproduire comme ça mon vecteur. Toi, il faudrait que tu fasses tes tracés au compas, tout ça, mais là, je vais pas te montrer parce que c'est un peu plus hardcore à te montrer ici. Mais voilà mon vecteur V4. Donc, je suis au niveau du point A3 et j'ai tracé V4, mais je dois tracer V4 moins V3, ok? Vecteur V4 moins vecteur V3 à partir du point A3. Donc là, j'ai tracé V4 et maintenant, je vais tracer moins V2, pardon. V4 moins V2. Maintenant, je vais tracer moins V2. C'est quoi moins V2? Bah, c'est V2, mais juste à l'envers. Donc, je prends V2, la même chose. Tu vois, ça, ce petit trait là, ça représente V2 parce que je viens de prendre V2, je fais copier-coller. Donc,
Le petit morceau de droite que j'ai, le petit segment, c'est exactement V2 avec la bonne direction et la bonne longueur. Mais moins V2, bah, ce serait ce vecteur-là. Tu vois? Ça, en fait, ce vecteur, c'est moins V2. Pourquoi c'est moins V2? Bah, parce que V2, il va dans ce sens-là, ok? Et moins V2, il va dans l'autre sens, avec la même direction, mais dans l'autre sens. Donc, moins V2, je prends, j'assemble, et je vais le mettre là. Voilà. Et là, c'est magnifique. Bon, après, si tu as été très précis, ce qui ne sera pas vraiment mon cas ici, si tu as été très précis, tu dois avoir un vecteur delta V qui pointe vers le centre. Bon, moi, avec la précision de mes outils, je serai un peu décalé. Mais normalement, on est censé avoir un delta V qui pointe vers le centre. Si tu as un delta V qui pointe vers le centre, bah là, c'est que t'es nickel. C'est que t'es nickel. Donc, si tu regardes mon pointeur, j'ai ici, là, ce que je te montre, V4 plus moins V2, ou V4 moins V2, si tu veux l'exprimer directement, V4 moins V2. Je vais donc tracer, je vais partir de là et rejoindre ici. Voilà, ce petit bout-là, là, ce petit bout-là, c'est delta V. Ok? Comme je t'ai dit, mais là, ma précision, elle est vraiment pourrave. Parce que normalement, si je prolongeais comme ça, je devrais passer par le centre. Bon, si je le faisais au compas sur une feuille, une vraie feuille et tout, la précision, elle serait nickel. Là, j'aurais pu être aussi plus précis, mais c'est que mes vecteurs, ils sont trop petits. J'aurais dû changer l'échelle. Avec une échelle plus grande, j'aurais probablement plus réussi à avoir un delta V qui est vraiment dans le sens centripète, quoi, orienté vers le centre de la trajectoire. C'est pas grave, hein. Après, le principe, je te l'ai expliqué. Toi, il suffit que tu refasses pareil, mais que tu sois archi précis et ça ira bien. Donc là, c'est le vecteur delta V3 que j'ai représenté. Donc ce vecteur delta V3, on va le mesurer. Il me demande quoi? En déduire la valeur de delta V3. Donc on va le mesurer. Tu vois, je vais prendre la règle, je le mesure. Alors je vais réduire la taille ici. On est à peu près à 1,4 unités sur ma règle, plus ou moins. Tu vois, c'est pour ça, c'est trop petit en fait. L'échelle était trop petite pour moi. D'après la taille du document que j'ai pris, j'aurais dû changer d'échelle, ce que je disais juste avant. Donc delta V3, le vecteur delta V3, il mesure. Donc il mesure entre guillemets, hein, c'est pas sa norme. Il mesure 1, j'ai dit quoi? Je fais 1,3. Bon, allez, 1,3. Il mesure 1,3 unités sur la règle. Donc, en utilisant l'échelle, je te rappelle que l'échelle, c'est 1 cm pour 0,1 mètre par seconde. Donc nous, enfin 1 cm. Ah, d'ailleurs, ouais, c'est peut-être ça qui va être faux aussi. Non, ouais. Là, on va plutôt parler en unités du coup, hein. Voilà. Parce que moi, c'est pas des vrais centimètres avec ma règle. Donc une unité pour 0,1 mètre par seconde. Et là, j'ai 1,3 unités. Et ça me donnera la mesure de delta V3. Donc delta V3 égale 1,3 fois 0,1 divisé par 1. Et ça me fait 0,13 mètres par seconde. Voilà. Ici, on a delta V3. OK? Question numéro 7. Quel est le sens et la direction de la résultante? Ah, on a quand même une question sur le sens et la... ok, non, non, c'est intéressant. J'avais pas vu la question 7. Tout à l'heure, je t'ai dit, on n'avait pas... je crois que je t'ai dit que dans cet exo, on n'aurait pas la partie sur la deuxième loi de Newton, mais en fait, si. Quel est le sens et la direction de la résultante des forces exercées sur la nacelle? C'est vraiment un exercice très complet, hein. Donc, question numéro 7. Sens et direction de la résultante. Sens et direction de la résultante des forces extérieures. Alors là, ce qu'il faut savoir redire, c'est la deuxième loi de Newton. On sait quoi? On sait, on sait que la somme
des forces extérieures exercées sur notre système, c'est le produit de la masse par le vecteur delta V divisé par la durée écoulée. Donc, ou plutôt, or, M et delta T sont positifs. Donc, somme des forces extérieures, c'est un vecteur. Hein. La résultante des forces extérieures, c'est un vecteur. Donc ce vecteur-là, je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, et le vecteur delta V, ils sont collinéaires de même sens. Super important, ça, à comprendre ces histoires de collinéarité, de vecteurs pour la partie physique, que ce soit en première ou même en terminale. C'est vraiment tellement important, il faut que tu sois à l'aise là-dessus. Nos deux vecteurs, ils sont collinéaires de même sens. Or, delta V est radial et centripète. Alors, je vais te dire ce que ça veut dire les deux mots. Radial et centripète. Ça veut dire radial que delta V, il est suivant le rayon de la trajectoire. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, mon tracé, il n'est pas archi précis. Mais si j'avais été vraiment précis, en ayant choisi une meilleure échelle, j'aurais dû avoir un delta V qui suivait exactement cette direction-là. Tu vois, mon décalage, il est pas énorme, hein, mon décalage en termes d'angle. Mais le truc, c'est qu'un tout petit décalage d'angle, ça te fait un grand décalage en fait après en orientation. Mais mon décalage, c'est juste de l'imprécision. Normalement, delta V, il aurait dû être suivant cette direction-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une direction radiale. On est orienté suivant les rayons de la trajectoire. Et centripète, on est orienté vers le centre de la trajectoire. Donc, en fait, quand on dit radial et centripète, on caractérise la direction et ici le sens. Si tu veux, je peux le surligner pour te dire que ça caractérise la direction. Et puis ça, là, ce mot-là, lui, va caractériser le sens. Voilà. Donc, en conclusion, comme les deux vecteurs delta V et résultant des forces extérieures, ils sont collinéaires de même sens, bah, somme des forces extérieures, lui aussi sera un vecteur radial et centripète. Ça, c'est les termes techniques. Hein. Normalement, tu mets ces termes-là, les profs, ils doivent tous être d'accord. Aucun prof ne peut venir te tacler sur ces termes puisque ce sont les vrais termes scientifiques. Genre un prof qui te dit ah oui mais t'as mis radial alors que moi je voulais que tu mettes direction du rayon. Ouais mais radial ça veut dire direction du rayon. Tu vois? Ah oui mais t'as mis centripète mais moi je voulais que tu utilises c'est tourné vers l'intérieur. Bah oui mais centripète ça veut justement dire que c'est tourné vers l'intérieur de la trajectoire. Donc normalement il n'y a rien à dire. Ok? Voilà pour la question 7. Puis c'est quoi la question bonus? Calculer la durée T en minutes pour faire un tour. Pour faire un tour. Ah bah c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Ah, c'est bien, c'est sympa ça. Ça, c'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à, comment dire, à des choses sur lesquelles il faut réfléchir dans le contexte d'un chapitre qui peut s'appeler en terminale mécanique 3, mécanique céleste, avec loi de Kepler, loi de Newton. C'est une des parties du gros morceau de méca dont je te parlais tout à l'heure au début de la vidéo. Et là, dans ce chapitre-là, on a beaucoup de trajectoires circulaires avec des planètes, des satellites, etc. Et on parle beaucoup de périodes de révolution. Donc, je vais te dire quelque chose ici, qui est une petite graine déjà là qu'on plante dans ta tête. Et si tu es allé jusqu'au bout de la vidéo, bah, c'est que tu es courageuse ou courageux et que tu mérites qu'on plante cette graine dans ta tête. T, période de révolution, c'est la période pour faire un tour. C'est comme ça qu'on dit, période pour faire un tour complet. Pour un tour complet. Un tour complet, c'est quelle distance? Bah, c'est la circonférence, distance parcourue. La distance parcourue alors, c'est le périmètre du cercle. La circonférence du cercle ou le périmètre du cercle, c'est P égale 2 fois pi fois le rayon. 2 pi r, périmètre d'un cercle. Donc, V, la vitesse qui est uniforme, vitesse qui est constante, je peux l'exprimer en disant qu'elle est égale, la vitesse, à 2 pi r, divisé par la période de révolution. La fameuse formule de la vitesse que tu as vue en tout premier au collège quand on t'a parlé de la notion de vitesse, distance divisée par durée. Là, en l'occurrence, j'ai le droit de l'utiliser parce que la vitesse est uniforme. On va le rappeler, V est constante sur toute la trajectoire.
Donc j'ai complètement le droit d'utiliser en fait cette définition-là. Vitesse constante sur toute la trajectoire. Donc V égale distance divisé par durée. Eh bien, je vais pouvoir isoler T et dire que ça équivaut à T égale 2πr, distance divisé par vitesse. Donc 2π fois le rayon, et le rayon c'est 16 mètres. On en avait parlé aussi tout à l'heure. Et je divise ça par la vitesse qui est de 0,24. C'était bien 0,24, on l'avait établi, je ne sais plus dans quelle question. Ouais, 0,24 mètres par seconde pour V2, pour V4. Donc, tac, tac, tac. On n'a plus qu'à faire l'application numérique. Attention, avant application numérique, il faut toujours regarder les unités, comme tu sais. M est en mètres, V est en mètres par seconde. Donc, on obtiendra une durée en secondes. Durée en secondes, donc c'est parti. 2 fois pi fois... C'est un bel exercice, hein. Honnêtement, il est vraiment très bien. Un vrai exo de contrôle, un vrai exo d'interro, digne de ce nom, quoi. On va donner le résultat avec deux chiffres significatifs. Donc environ 4,2 10 puissance 2 secondes. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir en minutes parce que c'est pas ultra parlant de parler en secondes ici. Eh bien, ça nous fait environ du 7 minutes. Et c'est cohérent. Je veux dire, si on avait trouvé que le tour de grande roue, il durait, je sais pas moi, 720 minutes, là on se serait dit merde, il y a un problème. 720 minutes, ça fait beaucoup. Tu vois? Mais 7,0 minutes, c'est cohérent, c'est logique, il n'y a rien qui choque. Fin de l'exo, j'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a plu de te faire cette correction-là. Je suis désolé pour. J'aurais bien voulu que le tracé ici nous donne un delta V très précis. D'ailleurs, je m'attendais à ce que ce soit précis, mais j'aurais dû directement changer cette échelle-là qui était trop petite pour moi dans le contexte de, de ma, de la taille du document. En plus, le prof, il disait échelle possible, mais ça veut dire qu'on peut très bien utiliser notre échelle. Et j'aurais dû prendre une autre échelle parce que j'aurais bien voulu que tu vois vraiment l'exemple d'un vecteur qui pointe vers le centre de la trajectoire. Mais bon, si tu imprimes le sujet, et encore une fois, tu peux l'imprimer parce que tu vas le trouver à l'impression en dessous de la vidéo sur la benne CS. La benne CS qui est ici. Je te montre un exemple avec, bah tiens, un dosage par étalonnage Beer-Lambert. Tu vois, ça c'est un exercice de la benne CS. Voilà. Et là, tu peux télécharger l'énoncé ou l'ouvrir et l'imprimer, quoi. Donc, je te recommande de faire ça pour cet exercice-là. Comme ça, tu travailles sur le document et tu fais en sorte d'avoir un tracé propre. Tu te contentes pas juste de dire, ah ouais, ok, j'ai compris quelles étaient les étapes qu'il a expliquées pour faire les tracés et tout. Tu dois le faire parce que le jour du contrôle, tu vas devoir savoir le faire. Donc, tu vas devoir utiliser ton compas, utiliser ta règle, prendre tes mesures, faire les échelles. Tu vas vraiment devoir maîtriser cette technique-là. Et c'est maintenant que tu dois t'entraîner, c'est pas demain. C'est maintenant. Donc je te recommande d'aller imprimer le sujet sur la benne CS et de bosser directement sur le sujet. Si tu fais les choses propres, toi, tu auras un beau vecteur delta V qui pointera vers le centre de la trajectoire pour de vrai. Tu auras un vecteur qui sera bel et bien radial et centripète, ce qu'il fallait répondre à la question 7. Voilà, si cette vidéo t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à me le faire savoir en commentant, en likant, en partageant cette vidéo, en t'abonnant à cette chaîne, bien évidemment. Et puis, tu peux me rejoindre sur Insta et venir me donner ton retour d'expérience sur tout ce que je propose comme support pédagogique pour travailler, réviser. Ça fera toujours plaisir à lire. Sur ce, reste bien discipliné, prends soin de toi, je te dis à très bientôt, ciao!